Un autre élément très important dans la rédaction scientifique, c'est la bonne utilisation de la ponctuation. Pourquoi? Parce qu'elle rythme la phrase, elle traduit les nuances et la pensée et facilite la lecture. Donc, par exemple, si on a des phrases qui sont longues et le lecteur est en train de lire, des fois, si la phrase est très longue, il ne va pas arriver à respirer en même temps que la lecture de la phrase. Donc ça, c'est quelque chose à éviter. Donc avec la ponctuation, on va essayer de lui faciliter et de lui préciser quels sont les moments de pause. Alors, la règle générale dans le style scientifique, c'est qu'il faut favoriser le point. C'est-à-dire, on aimerait bien avoir des phrases courtes qui commencent par une majuscule, ça se termine avec point, une phrase, une idée, un sujet, verbe, complément, tout en évitant les phrases longues. Mais parfois, on est obligé, on veut utiliser de la virgule pour préciser une séquence ou une énumération, etc. Donc, on peut utiliser aussi la virgule, mais il faut faire attention à comment l'utiliser. Alors, si je prends deux phrases dans lesquelles la virgule a été utilisée différemment, vous allez voir que le sens de la phrase peut changer. Dans la première phrase, on écrit par exemple les employés qui ont obtenu une mutation sont satisfaits. Dans la deuxième phrase, j'écris les employés qui ont obtenu une mutation sont satisfaits. Alors, c'est quoi la différence entre les deux phrases? Dans la deuxième, on remarque que cette information d'obtention de mutation, elle est encadrée par des virgules. Donc, une virgule avant, une virgule après cette phrase. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une information complémentaire, c'est-à-dire on peut carrément la supprimer. On peut dire les employés sont satisfaits. Et une description supplémentaire que tous ces employés-là, en fait, ils ont obtenu une mutation. C'est ça le sens de cette phrase. Alors que dans la première, là où il n'y a pas de virgule, les employés qui ont obtenu une mutation, je précise, c'est uniquement les employés qui ont obtenu une mutation qui sont satisfaits. Donc, l'utilisation de la virgule ici, c'est pour donner, quand on encadre une sous-phrase avec des virgules, cela signifie que c'est une information complémentaire, ça remplace les parenthèses et qu'on peut à ne pas la lire. Alors on utilise aussi la virgule pour marquer une pause légère ou indiquer une structure différente d'une phrase. Par exemple, je peux écrire à l'inverse de la méthode 1, la méthode 2 permet d'obtenir des résultats plus exacts. Alors ça, c'est une façon plus simple de dire que la méthode 1 donne des résultats moins exacts et la méthode 2 donne des résultats exacts. Donc là, au lieu de faire cette répétition, je peux utiliser la virgule en utilisant le style à l'inverse de, virgule, la méthode 2 permet, etc. On peut utiliser aussi la virgule, voire on est obligé d'utiliser la virgule quand on a un ordre d'événement, une énumération. Par exemple, dans la phrase j'ai implémenté les fonctions de saisie, de calcul et d'affichage. Donc là, je suis obligée d'utiliser la virgule dans tous les items. Jusqu'à le dernier item, je suis obligée de mettre le et. Donc ça, c'est la façon correcte pour écrire une phrase qui contient une énumération, un séquencement, une séquence d'événements. Alors, j'utilise aussi la virgule après une explication ou une information complémentaire. C'est comme on l'a fait dans l'exemple précédent, donc on a encadré une sous-phrase avec des virgules, mais on peut aussi le faire quand on rajoute une explication avec un mot de liaison ou un verbe qui signifie qu'on est en train d'expliquer un propos. Comme cet exemple, elle n'a pas encore téléphoné, virgule, autrement dit, elle ne viendra pas. Donc ça, c'est l'information la plus importante,
Si elle n'a pas encore téléphoné, je pourrais très bien mettre un point. Là, la virgule, ça permet juste d'expliquer le propos qui a été dit. Alors, il y a aussi certaines exceptions, là où on ne peut pas mettre la virgule, donc devant certains mots de liaison, des pronoms, etc. Donc, il faut savoir quand est-ce que je mets exactement ma virgule si je veux l'utiliser. Alors, un autre élément important à connaître dans le style de rédaction, c'est comment j'utilise les figures et tableaux et les indiquer dans mon texte scientifique. Donc, vous pouvez rajouter les tableaux et les images avec une légende. Alors, l'endroit où je vais les mettre exactement, là, vous avez le choix, que ce soit début ou milieu ou la fin d'une section, donc peu importe. Euh, mais il faut faire attention, qu'est-ce qu'on rajoute comme figure comme tableau. Donc ça, c'est des éléments qui vont aider à la compréhension de votre texte. Et on ne doit pas faire des figures juste pour faire joli ou des figures qui n'ont rien à voir avec les idées ou les propos discutés dans votre rapport. Il faut faire attention aussi, si ce n'est pas l'image que vous avez créée vous-même ou votre tableau, il faut mettre dans la légende euh, la référence vers la source. Je prends cet exemple où j'ai récupéré une image sur Internet, ce n'est pas moi qui l'a créée. Donc j'insère mon image dans le document parce qu'elle apporte peut-être une information complémentaire à mon texte. Et dans la légende, je n'oublie pas de mettre la référence. Donc là, j'utilise le style avec la numérotation. Donc je mets le 1 et puis plus loin, dans la bibliographie, euh, je mets qui est l'auteur de cette image. Alors, le deuxième point qui est très important, c'est quand vous utilisez une image ou un tableau, il faut les citer dans votre texte, c'est-à-dire c'est à vous de dire au lecteur à quel moment il doit aller voir cette image ou ce tableau. Donc, il est en train de lire un paragraphe et à un moment donné, vous pouvez lui dire qu'il faut aller voir la figure pour comprendre plus, pour pouvoir continuer l'explication. Alors comment je vais lui indiquer d'aller voir le tableau? Alors soit on est en train de parler sur par exemple un résultat d'un calcul et puis je fais une phrase, je mets point et ensuite le résultat est montré dans le tableau 1 ou la table 1, point. Si je parle d'une figure en plein milieu de mon texte dans une explication, ou bien même au départ, c'est-à-dire avant d'expliquer une technique, je vais l'inviter à voir déjà la figure. Et ensuite, je vais l'expliquer à travers le texte. C'est-à-dire, je peux commencer ma phrase, figure 1, la figure 1, donne un aperçu sur le processus proposé. Ça, c'est un exemple. Alors, si jamais je ne veux pas donner une explication de la figure parce qu'elle est en train juste de résumer ou illustrer ce que j'ai déjà expliqué avant dans le texte, donc je peux tout simplement mettre des parenthèses et faire voir figure 1. Donc là, j'ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin de réexpliquer ce que cette figure contient. Donc pour conclure, les éléments les plus importants qu'on doit respecter lors de la rédaction d'un document scientifique, donc il y a la précision, vous devez être précis, conscient, concis, donc des phrases courtes, vous utilisez des mots bien étudiés, euh, évitez l'utilisation des acronymes et des abréviations, et si vous les utilisez, il faut indiquer à quoi vous faites référence. La neutralité, donc éviter l'utilisation de jeux, donc on parle d'une manière neutre, et si jamais on est obligé de parler de nous-mêmes, on va utiliser le on, le on, par exemple, ou le nous si on est un groupe d'auteurs, mais on essaye de l'éviter. Euh, on va faire attention à l'orthographe, à la ponctuation, donc on favorise l'utilisation de points,
Et pourquoi pas la virgule, mais on fait très attention. Mais sinon, les autres signes de ponctuation, il faut les éviter au maximum. Pour la conjugaison, donc on a dit on utilise le présent, on utilise plutôt la voix active. Euh, on donne le maximum d'exemples pour clarifier les idées. Et enfin, quand on utilise les figures et les tableaux, euh, il faut penser à les citer dans le texte pour mentionner au lecteur quand est-ce qu'il doit voir la figure et éventuellement des explications sur cette figure qui a été introduite. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, le prochain cours, on va voir comment intégrer le cahier de charge à notre rapport de projet. Donc là, je parle des mémoires surtout en licence, éventuellement en master, dans laquelle on est obligé des fois de mettre le cahier de charge dans un des chapitres. Donc, on va indiquer une manière simple de l'intégrer et puis on va parler sur la rédaction de l'introduction. Donc, on va donner des exemples sur comment rédiger l'introduction et la conclusion.